Ah oui, d'accord. On aurait pu être une table. Hein. Ah. Voilà. Je n'y suis pour rien. C'est pas grave, c'est pas On les grave. avait mis, mais on nous a dit que Allez. c'était pas bon. Casse-la une tienne. Tiens, bonjour à tous. Et puis bonjour. Avant midi, ça serait vraiment bien. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse consacrée à l'outre-mer. Nos territoires ultramarins seront à l'honneur en cette nouvelle semaine de campagne, puisque j'entamerai ainsi dès mercredi un déplacement ultramarin. Nous irons avec Christiane Delaney-Clara, avec André Rouget et moi-même en Guyane, en Martinique ainsi qu'en Guadeloupe. Je remercie avant tout Marine Le Pen qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui en toutes circonstances a su témoigner l'attachement indéfectible de notre mouvement pour l'outre-mer. Merci également à ma collègue et colistière Christiane Delaney-Clara, que certains d'entre vous ont d'ores et déjà pu rencontrer, notamment lors de notre lancement de campagne à Paris le 13 janvier dernier. Christiane est conseillère municipale de la ville de Saint-François, en Guadeloupe, et présidente du mouvement citoyen Renaissance guadeloupéenne, également en 12e position sur notre liste. Je remercie enfin André Rouget qui rejoint officiellement aujourd'hui le combat pour l'Europe, des nations et des libertés, avec qui j'aurai le plaisir de travailler tout au long de cette campagne. Et nous te laisserons, mon cher André, le soin de nous présenter ton parcours et tes liens qui t'unissent à nos départements ultramarins. Cette conférence de presse, nous l'avons intitulée « L'outre-mer au cœur de l'Alliance européenne des nations ». Comme vous le savez, nos départements et collectivités d'outre-mer ont toujours occupé une place particulière dans notre projet pour la France, pour son redressement et pour sa place dans le monde. Toujours, le Rassemblement national a eu à cœur de faire entendre nos compatriotes ultramarins, trop longtemps ignorés par nos dirigeants et voués au vieil adage « loin des yeux, loin du cœur ». Contrairement aux technocrates de la Commission européenne, nous ne considérons pas nos départements et collectivités d'outre-mer comme des régions ultra-périphériques, c'est le terme utilisé par l'Union européenne. Cette appellation reflète parfaitement d'ailleurs l'absence totale de considération et d'attention de cette mégastructure qui est devenue l'UE pour ces Français qui vivent certes loin de la métropole, loin du continent, mais qui sont pour nous des citoyens français à part entière et qui méritent toute l'attention des politiques publiques. C'est en effet l'outre-mer qui fait de la France le deuxième espace maritime du monde. C'est l'outre-mer qui donne à la France une place importante dans le monde et en faisant le 7e plus grand territoire en termes de superficie. C'est l'outre-mer et son agriculture qui fournissent à notre pays plus de 40% en bananes et fait de la France le 7e producteur mondial et le premier producteur européen de sucre. En Europe, la France est même la seule capable de produire des sucres spéciaux grâce à la culture de la canne à sucre. C'est l'outre-mer encore qui accorde à toute l'Europe son seul accès à l'espace via le centre spatial de Kourou en Guyane. Et pourtant, nos départements et nos collectivités d'outre-mer et ses habitants souffrent. Ils souffrent du chômage de masse, et tout particulièrement les jeunes. Ils souffrent de l'absence de contrôle à nos frontières terrestres et maritimes qui livrent nos territoires à l'immigration clandestine, notre zone économique exclusive enfin au pillage et aux si nombreuses pêches illégales. Nos compatriotes d'outre-mer souffrent encore d'un système éducatif en manque de moyens, laissant plus de 40% des Français de Martinique sans diplôme, par exemple, un chiffre qui dépasse même les 55% en Guyane. Nos pêcheurs, nos planteurs de canne à sucre, nos agriculteurs sur les exploitations de bananes souffrent enfin de la concurrence étrangère déloyale, de la suppression des quotas sucriers imposés par l'Union européenne ou encore de la préférence de cette même Union à subventionner, non pas la pêche côtière, écologiquement et socialement responsable, mais plutôt les géants de l'industrie maritime qui ravagent les fonds marins et l'écosystème qui en découle. Les départements d'outre-mer et ses habitants souffrent ainsi, pour résumer, de l'immobilisme du gouvernement, et peut-être même pire de son mépris pour les Français d'outre-mer. Ce mépris, ils ont pu en faire le constat lors du grand débat national spécial Outre-mer qui s'est traduit par un fiasco total. Ainsi, lors de cette élection européenne, nous voulons que nos compatriotes d'outre-mer ne soient pas à nouveau laissés de côté. Nous voulons les placer au cœur de l'attention des futures institutions qui feront l'Europe des nations, c'est-à-dire l'avenir de l'Europe. Dans l'Alliance des nations européennes que nous défendons, ce ne sont plus les technocrates qui font la loi, mais les peuples, tous les peuples.
Nous proposerons ainsi, notamment par le biais de consultations locales, qu'une association puisse être mise en place entre l'Alliance des Nations Européennes directement avec les départements et collectivités d'outre-mer. Cette association permettrait aux pays et territoires ultramarins d'être directement représentés au sein des institutions européennes. Dans l'Alliance des Nations Européennes, la France aura retrouvé toute sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Le contrôle de nos frontières terrestres et maritimes mettra définitivement un terme à la submersion migratoire et protégera nos côtes, nos mers et océans des pillages et autres pêches illégales. À cette puissance d'État retrouvée, le dispositif européen de sûreté des frontières extérieures Frontex viendra ajouter un soutien supplémentaire et complémentaire en termes de moyens et d'effectifs humains à la surveillance des frontières ultramarines. Dans cette nouvelle Europe, nous reverrons entièrement la manière dont les aides et les subventions sont distribuées aux quatre coins du monde, non seulement par le biais de la PAC, mais aussi des fonds européens de coopération internationale. Toutes les aides internationales seront conditionnées non seulement à ce qu'elles n'encouragent pas des produits concurrents aux nôtres, mais également à la maîtrise des flux migratoires dans les pays d'origine. Nous sanctuarisons ainsi le budget de la PAC et nous nous assurons qu'elle ne serve à rien d'autre qu'à garantir un revenu décent pour les agriculteurs français de nos territoires ultramarins. Nous rétablirons ainsi les quotas sucriers. Parce que le savoir-faire agricole de l'outre-mer doit être protégé face aux nouveaux géants émergents comme le Brésil, nous mettrons un terme aux accords de libre-échange que la Commission européenne passe avec le monde entier, parfois contre l'avis même des peuples. Comme il existe une exception depuis des années avec la culture européenne pour protéger notamment le cinéma et la culture française de l'hégémonie culturelle américaine, nous appliquerons dès demain avec l'Alliance des Nations Européennes une exception agriculturelle pour défendre nos produits nationaux et protéger nos éleveurs, nos producteurs, nos pêcheurs qui consistera à sortir l'agriculture des traités de libre-échange. Enfin, parce que la Méditerranée n'est pas la seule eau à aborder les frontières françaises, nous défendrons une politique commune de la mer, une véritable et belle politique ambitieuse de coopération. À l'image de la politique spatiale européenne avec l'Agence spatiale européenne, nous formerons une agence européenne de la mer dont le siège pourrait légitimement se trouver alors dans l'outre-mer français. Vous le voyez, pour nous les choses sont très claires. Ces élections européennes sont l'occasion de nous mobiliser non seulement pour réinvestir toute l'outre-mer et ses habitants au cœur de l'attention française, mais surtout implanter l'outre-mer et ses habitants au cœur de notre ambition européenne. Immigration clandestine, agriculture, emploi, problématique des sargasses ou encore du chlordécone, notre déplacement sera l'occasion de revenir sur l'ensemble de cette problématique tout au long de la semaine. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Christiane. Bonjour chers tous, donc je ne vais pas me présenter de nouveau puisque Jordan l'a fait tout à l'heure. Je voudrais juste vous dire la fierté que j'ai aujourd'hui d'être là. Alors l'outre-mer, bien sûr que j'en ai une connaissance livresque puisque je connais l'outre-mer, je connais les textes, mais symboliquement il est important et je remercie Marine Le Pen qui m'a permis d'être présente sur la liste d'ouverture du RN. L'outre-mer, c'est 500 ans d'histoire. Et ces 500 ans d'histoire, je les représente. L'outre-mer, c'est le passé, le présent, le futur de la France. Chaque centimètre carré de mon patrimoine génétique peut en témoigner aujourd'hui. Et notamment Marine Le Pen. Parce qu'elle est la seule, Marine Le Pen a été la seule responsable d'un parti national à interpeller le gouvernement sur le traitement des sargasses. La défaillance de l'État en matière de santé publique, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane ou à la Martinique, et du démantèlement des aides destinées à compenser nos handicaps, notre éloignement de la France hexagonale et l'absence de dispositifs comme en Corse pour établir une continuité territoriale entre nous et nos centres d'intérêt. C'est les Outre-mer qui donnent à la France sa dimension internationale. C'est l'Outre-mer qui fait de la France la deuxième puissance maritime, sa dimension spéciale également, sa dimension maritime qui fait d'elle la France des 4 continents, où le soleil ne se couche jamais et qui la place au 2e rang mondial dans le domaine de la biodiversité notamment. Sans nous, la France serait une vague province de l'Europe, comme le disait déjà Montesquieu à l'époque. La France, l'outre-mer n'est pas une charge pour la France, car ce que nous lui apportons est inestimable, et ceci dans bien des domaines. Mes chers compatriotes,
L'occasion vous est donnée, à travers cette élection des eurodéputés, de faire entendre la voix de la raison et de faire tomber les prétendus tabous fondés sur un obscurantisme désuet. En votant pour la liste d'ouverture qu'a voulu Marine Le Pen, qui a chaussé les bottes du gaullisme, épousé l'idée d'une France forte grâce à son rayonnement géographique dans le monde et la puissance de la diversité de son peuple, issue de son histoire que nul ne peut gommer. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous en créole. Bonne fosla pour la France, portez-nous plus qu'il qu'a fait à présent, et l'Europe. Merci à tous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je m'appelle André Rouget, je suis consultant en entreprise. Toute ma vie, que ce soit en politique ou dans l'entreprise, j'ai été engagé au service de mon pays et le plus souvent au service de l'outre-mer. Dans un instant, je vous dirai pourquoi j'ai choisi à nouveau de m'engager et pourquoi je le fais aux côtés de Marine Le Pen. Mais auparavant, je voudrais sacrifier aux règles de la politesse en me présentant à vous. C'est très jeune, mais auprès de rigoureuses figures de notre 5e République que j'ai fait mon apprentissage en politique. Alain Perfit, avec lequel j'avais ponctuellement travaillé, m'a recommandé au père de notre Constitution, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré. Député de La Réunion, il m'a fait débuter ma carrière alors qu'il achevait son dernier mandat. En cette année 1986, l'outre-mer est entré dans mon cœur, ma vie politique, personnelle et amicale. Le dernier mandat de Michel Debré achevé, j'ai rejoint l'équipe d'Alain Juppé au RPR pour y suivre l'actualité politique de nos départements et territoires de la France du large. Je travaillais auprès de Robert Pandreau, de Nicolas Sarkozy et de Patrick Stefanini. J'y ai connu de très fortes personnalités. Jacques Lafleur, Lucette Michaud-Chevry, Mansour Kamardine, Margie Sudre, Pierre Petit, Gabriel Carabin, Pierre Frogier, Léon Bertrand, André Le Sueur, Blaise Aldo, Jean-Paul Virapoulet, Philippe Cholette, André-Maurice Piouet, Simon Loïcotte, André Tienakoun, Nassima Dindar, Édouard Fritsch, Victor Reux, Socéfo Macapé Papillot et tant d'autres qui m'excuseront de ne pas les citer, mais qui conservent toute mon amitié et toute mon affection. Ensemble, nous avons œuvré pour ce que nous avons toujours pensé être le bien de l'outre-mer. Nous l'avons fait lorsque j'étais conseiller de Dominique Perben, ministre de l'Outre-mer d'Édouard Balladur. Nous l'avons fait en 1995 lorsque, coordinateur dans l'équipe de Jacques Chirac, j'étais en charge de sa campagne Outre-mer. Nous avons continué plus tard. Après un passage dans les cabinets d'Éric Raoult et Jean-Louis Debré, Brigitte Girardin m'a demandé de la rejoindre au cabinet de Jean-Jacques de Peretti qu'elle dirigeait à l'époque. Après avoir exercé des responsabilités de délégué général à l'animation de l'association des amis de Jacques Chirac auprès de Bernard Pons, autre grand amoureux de l'outre-mer, j'ai été nommé par Alain Juppé à la création de l'UMP, secrétaire national aux fédérations d'outre-mer. J'ai ensuite passé près de 20 ans dans l'entreprise, en charge des relations publiques, institutionnelles et commerciales d'un grand groupe du CAC 40. J'ai croisé des milliers de gens, de toutes origines, de toutes nationalités, de toutes conditions et de toutes opinions. Mais j'ai toujours gardé ce lien étroit. J'ai pris part au lancement et au suivi de projets tels que l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni ou les palais de justice de Fort-de-France et de Basse-Terre. Après l'électrochoc du 13 novembre 2015, j'ai choisi de rejoindre Marine Le Pen. Si j'ai fait ce choix, c'est aussi parce qu'auprès d'elle, je retrouve cet élan populaire, national et souverainiste auquel le RPR que j'ai connu, aimé et appartenu était tant attaché. Au fil du temps, par facilité et pour sacrifier au conformisme ambiant, les convictions de certains de mes mentors et compagnons se sont délitées pour se diluer dans un magma soi-disant progressiste du politiquement correct. Et il n'est guère surprenant d'en voir les conséquences avec des ralliements, par ailleurs non désintéressés, de certains dans le camp d'une Europe fédéraliste,
une philosophie aujourd'hui incarnée par Emmanuel Macron et que les vrais gaullistes ont toujours combattu. J'ai aussi rejoint Marine Le Pen parce qu'après le retrait de la vie politique de Jacques Chirac, la France du large, la France d'outre-mer que j'aime tant, s'est retrouvée orpheline. Nicolas Sarkozy, François Hollande et encore moins Emmanuel Macron n'ont eu de vision pour l'outre-mer. Les ministres sont devenus ministres délégués, rattachés au ministère de l'Intérieur, puis secrétaires d'État, pour arriver à un statut de ministre figurant sans aucune capacité d'action ni de décision. D'états généraux en assises, de conciliabules en blabla, en passant par le détricotage de la loi cadre de Brigitte Girardin, que de temps perdu depuis plus de 10 ans, et ce sont nos compatriotes d'outre-mer qui en paient le prix fort, au propre comme au figuré. Avec Marine Le Pen, j'ai rencontré une femme qui nourrit pour l'outre-mer une véritable passion analogue à celle de Jacques Chirac. Lors de l'élection présidentielle, j'ai vu le respect qui était le sien à l'égard de ses départements, régions, territoires et pays lointains de l'outre-mer. J'ai vu le temps qu'elle a consacré à l'élaboration de son programme, qui aujourd'hui encore fait référence. J'ai vu sa volonté de mettre un terme aux sempiternelles incantations rappelant que l'outre-mer est une chance pour la France, en valorisant réellement nos compatriotes ultramarins au travers de la création d'un grand ministère d'État de la mer et de l'outre-mer. Et pour mémoire, je rappelle que ministère d'État signifie un véritable poids politique et une capacité d'obtention de décisions nécessaires sans que Bercy et sa vision comptable ne soient plus en mesure d'exercer son veto aux décisions concernant l'outre-mer. J'ai vu le respect qu'elle nourrit pour la dignité de chacun par sa volonté d'entreprendre de grandes réformes destinées à réduire le coût de la vie injustement plus élevé qu'en métropole. J'ai vu le respect qui est le sien pour les traditions et l'économie réelle ancrée dans les territoires, lorsqu'elle défend l'exception agriculturelle en faveur du rhum, du sucre, de la banane et du développement des cultures de diversification. J'ai vu son inclinaison vers la modernité avec cette envie de nous tourner vers la mer pour y développer, outre la recherche, de nouveaux métiers et de nouveaux emplois. J'ai vu sa volonté de relancer l'économie et l'emploi avec la création de ces zones dans lesquelles s'appliqueront des mesures de type loi Ponce, Perben et Girardin. Brigitte, pas Annick, vous l'aurez compris. J'ai vu sa volonté d'édifier la coopération européenne sur des bases saines, une alliance européenne des nations dans laquelle l'outre-mer et sa dimension maritime auraient toute sa place et la France toute sa capacité de décision. Faut-il vous parler de ses engagements dans la lutte contre les algues sargasses, contre la nocivité sanitaire du chlordécone, contre l'insécurité, pour que la Guadeloupe ne soit plus l'un des principaux départements criminogènes de France, contre l'immigration, pour que Guyanais et Mahorais aient le droit de vivre en toute sérénité. Aussi, lorsque je vois un exécutif si désinvolte, pour ne pas dire méprisant, à l'égard de cette France lointaine, un président qui pense que l'on est expatrié en Guadeloupe, que la Guyane est une île, que les Domiens sont des enfants, mais qu'il n'est pas le Père Noël. Lorsque j'entends ce même président, au cours d'un quasi-monologue de 7 heures, publiquement humilier un élu, ancien ministre, mettant sa parole en doute, alors que c'est lui qui a tort, sur ce dossier chlordécone touchant directement la santé de chacun. Lorsque je vois l'État se défausser sur les collectivités locales dans le traitement des algues sargasses, alors même que pour les algues vertes de Bretagne, une commission interministérielle avait été créée, débloquant une enveloppe de 134 millions d'euros. Lorsqu'enfin, j'entends Madame Annick Girardin parler d'associer la Nouvelle-Calédonie à la France, j'ai tout lieu d'être inquiet. Je vous laisse juge d'établir la comparaison entre deux personnalités, entre deux approches, entre deux visions, celle d'Emmanuel Macron et celle de Marine Le Pen. Pour ma part, mon choix est fait, c'est pleinement, fermement et indéfectiblement
que je m'engage auprès de Marine Le Pen, avec qui je partage une même passion de la France en général et de l'outre-mer en particulier. Par conséquent, c'est bien naturellement que j'appelle tous mes amis, avec lesquels j'ai livré de nombreuses luttes, à me rejoindre dans ce nouveau combat pour l'outre-mer et pour la France. Mon propos ne saurait être complet sans des remerciements à nos compatriotes ultramarins d'avoir placé Marine Le Pen en tête des candidats au soir du premier tour de la dernière élection présidentielle. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, vous n'ignorez pas, en effet, l'attachement que je porte à l'outre-mer française, à cette France du bout du monde qui fait rayonner au loin, sur toutes les mers, sur tous les continents, sous tous les cieux d'ailleurs, l'histoire, la culture et l'espérance qu'incarne notre nation dans le monde. Ces belles contrées ensoleillées et parfois enneigées, on oublie de le dire, répondent à cette affection puisqu'elles m'ont fait l'honneur effectivement de me placer en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle. Croyez que j'en ai été immensément touché et qu'à tous ces électeurs français du bout du monde, j'en suis extrêmement reconnaissante. Ces terres du bout de la France et ces Français des autres horizons font de la France une grande puissance, une très grande puissance. Et même, on dit la deuxième, en réalité, ça se discute, peut-être même la première puissance maritime du monde, en tout cas, c'est ce qui se dit compte tenu des derniers calculs. Mais c'est un géant maritime endormi en réalité, un géant qui ne demande qu'à être réveillé. Il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir que dans le contexte de la mondialisation, l'outre-mer français est non seulement le gage de la puissance française, mais qu'il constitue un atout formidable pour l'Europe entière. La France le sait peu, l'Europe ne le sait pas, et personne ne le leur a dit. La grande compétition mondiale voit les grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis étendre leur influence au-delà des mers et se servir de ces points d'appui comme tête de pont économique, comme des lieux d'influence politique et même d'ailleurs des lieux d'influence militaire. La France, comme l'Europe, ne peuvent pas continuer de l'ignorer. Ne pas intégrer l'outre-mer et ses incomparables potentiels dans notre vision de l'avenir constituerait une faute majeure et peut-être même mortelle. Ce serait renoncer à l'influence et à la puissance. Combien la France a-t-elle perdu en renonçant à ces quelques arpents de neige canadiens sur lesquels Voltaire ironisait bêtement? Passer outre l'outre-mer reviendrait à renoncer de manière incompréhensible à un avantage stratégique indispensable. Ce serait aussi d'ailleurs se condamner à perdre la bataille économique que nous impose la mondialisation, tout particulièrement au moment où le Brexit nous prive de l'ouverture sur la grande famille du Commonwealth. Au-delà de l'aspect économique, nous pensons que les paysages ultramarins, les coutumes locales, les parlers particuliers font partie de cette immense diversité qui fait la richesse de la France et partant la richesse attachée à l'Europe, à notre Europe, une Europe rayonnante, une Europe qui refuse le nivellement culturel, qui refuse ce rouleau compresseur de la globalisation planétaire qui voudrait nous broyer et qui s'enorgueillit de sa diversité. La France ultramarine se place naturellement au cœur du projet de l'Alliance européenne des nations, portée par la liste du Rassemblement national, conduite par Jordan Bardella. Pour marquer cette priorité politique qui est la nôtre et notre volonté de porter le message de l'outre-mer au Parlement européen, au moins 5 personnes issues ou liées à l'outre-mer, dont 3 seront en position éligible, figureront sur la liste du Rassemblement national. Notre projet soutiendra avec force le caractère légitime et inaliénable de la présence française en outre-mer. Doit prévaloir le principe selon lequel la solidarité de la coopération européenne doit jouer pleinement avec l'ensemble de nos territoires français d'outre-mer. C'est pour cela que, Jordan vous l'a dit tout à l'heure, nous consulterons afin que les territoires, les pays et territoires d'outre-mer cessent d'être considérés comme des territoires étrangers et qu'un certain nombre de dispositifs concrets puissent s'appliquer. Les mesures d'adaptation des règles de marché intérieur pour autoriser les aides spécifiques de la communauté nationale à ces territoires doivent être généralisées. Cela porte sur les marchés publics, les aides de l'État, la possibilité de règles propres pour les exportations vers les pays tiers. La création de zones franches pour les entreprises de certains secteurs, les UFIP, la création d'une agence pour les investissements privilégiés d'outre-mer, APIPOM, tout cela ce sont des dispositifs que je vous avais présentés pendant la présidentielle. L'arrêt des aides européennes internationales FED qui concurrencent des productions locales, c'est par exemple le cas pour la noix de coco à la Barbade, on finance la noix de coco à la Barbade qui vient directement concurrencer la nôtre.
la mise en œuvre d'une exception agriculturelle aux accords de libre-échange, ce qui permet d'exclure l'agriculture de ces accords. Vous trouverez d'ailleurs ces dispositifs décrits dans le programme que nous vous distribuons, l'Outre-mer, au cœur de l'Alliance européenne des nations. Sur les aides, vous le savez aussi, ceux qui ont suivi la campagne présidentielle, nous proposons un dispositif complet et adapté à chaque territoire, avec notamment la sanctuarisation des fonds structurels européens, immédiatement indispensable pour l'outre-mer. Et parallèlement, nous agirons sur le pouvoir d'achat par la réforme de l'octroi de mer, par un taux de TVA zéro sur les produits de première nécessité pour l'ensemble des DROM. Il est inadmissible que l'on continue à accepter le coût de la vie en outre-mer qui est considérable. Je voyais dernièrement une étude de l'association Famille Rurale qui indiquait que faire ses courses en outre-mer coûte en moyenne 66% plus cher qu'en métropole. 66%, ce sont évidemment des différences et une injustice qui, en l'occurrence, n'est pas admissible. Sur le développement, hormis la recherche qu'il nous faut favoriser en la tournant vers les besoins locaux, nous appelons, vous le savez, à la création d'une agence européenne de la mer. André et Jordan vous en ont parlé, à l'instar de l'agence spatiale européenne, dont le siège évidemment se situera en outre-mer français. Enfin, parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité et sécurité, il nous faut garantir à ces territoires une légitime protection en matière de submersion migratoire. Là encore, vous le savez, il n'y aura pas de surprise pour vous. Nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières nationales et les moyens de Frontex doivent pouvoir être déployés en complément de l'action de l'État et à sa demande. Vous le voyez, notre projet européen pour l'outre-mer français est à la fois ambitieux, réaliste et prospectif. Une délégation composée de Jordan Bardella et André Rouget se rendra sur place pour le présenter avec Christiane, qui sera tout particulièrement chargée, une fois élue, de porter ses revendications au Parlement européen. La politique européenne de l'outre-mer et de la mer que nous entendons promouvoir permettra de retrouver un espace de sécurité face aux assauts migratoires, de développer les économies locales dans le respect d'une concurrence loyale, notamment en sécurisant les zones économiques exclusives, de sanctuariser les aides européennes aux outre-mer et de faire de la France le moteur d'une véritable puissance maritime européenne. C'est un beau projet, un projet que je suis fière et heureuse de soutenir. Voilà, mesdames et messieurs, je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur les divers éléments de ce projet et la situation en Outre-mer. Peut-être que si le programme de 2017 est finalement similaire au programme là de 2019, l'un des symboles forts pour vous, ce serait peut-être d'aller justement en Martinique et en Guadeloupe. Vous n'y avez jamais été, il me semble, depuis que vous êtes président du gouvernement national. Et pourquoi c'est possible? Vous n'y allez pas? J'y vais pas parce que je pense qu'il est important que la tête de liste puisse faire connaissance avec nos compatriotes d'outre-mer. Lui-même n'y est jamais allé. Moi, j'y suis allé extrêmement souvent, partout d'ailleurs, il faut bien le dire. Il m'en manque quelques-uns, me semble-t-il. Oui, c'est Futuna. Je crois que je n'y suis pas allé, vous voyez, donc il faudrait peut-être que j'y aille. Mais j'irai, mais je vais laisser Jordan, André et Christiane aller pendant ces élections européennes, parce que, encore une fois, il est la tête de liste et je pense qu'il est important qu'il y aille. J'essaye de dégager du temps pour faire peut-être une tournée à Mayotte, à La Réunion, mais voilà, le problème c'est que le temps nécessaire rentre en confrontation avec un temps de campagne qui, pendant les élections européennes, est réduit. Mais j'y envoie la meilleure partie de moi-même, en quelque sorte. Je suis sûr que vous dites ça parce que vous avez envie d'y retourner. Ah oui, mais c'est sûr, quand on va en Outre-mer, elle vous attrape par le cœur, quoi, hein, l'Outre-mer française. Bien, écoutez, vous n'avez pas de questions, donc évidemment, oui. Vous avez parlé de Mayotte et de la Réunion. Pourquoi choisir plutôt ces deux-là que d'autres départements ou territoires? Ah voilà, c'est parce qu'il faut se partager les rôles. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Louis Alliot est allé récemment en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que d'ailleurs une conférence de presse a été annoncée avec la nouvelle tête de liste pour les prochaines territoriales. Jordan, André et Christiane vont donc à Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc on essaie de se partager les rôles. Mais encore une fois, le problème est un problème d'agenda et puis un problème de connaissance aussi de la tête de liste. Donc je pense que c'est important qu'il puisse y aller. Et j'espère que je vais réussir à arracher dans mon calendrier
quelques jours pour pouvoir également me rendre en Outre-mer. Outre-mer dont je parle beaucoup quand je suis à l'Assemblée nationale, vous le savez. Hein. D'ailleurs, je suis toujours frappé de voir que dans les débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale, je suis bien souvent la seule élue à participer à ces débats qui ne soit pas élue d'Outre-mer. Voilà. J'exprime mon intérêt, j'ai soulevé le problème des sargasses, vous le savez, et je l'ai évoqué, j'ai parlé du chlordécone, je reproche régulièrement au gouvernement de ne pas faire le nécessaire en matière de formation, puisqu'en fait on s'aperçoit qu'il y a toute une série de grands projets, de grands chantiers qui régulièrement sont lancés et que la formation n'est pas anticipée et que par conséquent ces grands chantiers ne bénéficient pas en réalité à la jeunesse française qui n'a pas accès à ces emplois. C'était déjà le cas, je vois d'ailleurs que c'est le cas pour le chantier, n'importe quoi, pour le chantier du CHU, je crois que c'est à la Guadeloupe. C'était le cas aussi à La Réunion à l'époque, c'était la route du Tamarin, non? La nouvelle route du littoral, c'était pareil, il y avait les mêmes reproches. Bon, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'en réalité rien n'est fait. Et ce sont des considérations que je continuerai à porter partout où je pourrai le faire. Je reviens sur Mayotte, dont je vous parlais à l'instant. Oui. On connaît le gros problème majeur de Mayotte actuellement, c'est l'immigration. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que vous en avez déjà parlé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Je préconise la fermeté la plus totale en matière d'immigration. Voilà, je préconise la maîtrise de nos frontières. Je préconise de convoquer l'ambassadeur des Comores pour lui expliquer qu'il ne peut pas continuer, que les Comores ne peuvent pas continuer dans leur démarche hostile à l'égard de la France. Ils ne peuvent pas continuer en réalité à inciter à l'immigration clandestine, ne peuvent pas continuer à refuser de reprendre leurs compatriotes. Et évidemment, il faut augmenter de manière massive les moyens qui sont accordés à Mayotte pour pouvoir lutter contre cette immigration clandestine. Mais il faut aussi changer la loi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas la changer qu'à Mayotte d'ailleurs, il faut la changer partout. Vous le savez, je l'ai porté à plusieurs reprises, la suppression du droit du sol, la suppression des aides accordées aux clandestins.